Le mois de décembre, et pourquoi pas, tiens, celui de janvier et février, peuvent-ils être favorables au marché action? On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. Responsable de la stratégie et d'investissement de la banque Cité Gestion. Alors je vous sais optimiste pour le dernier mois de l'année. Il y a un truc qui a changé là depuis quelques jours dans le contexte de marché qui puisse justifier un optimisme pas échevelé mais raisonnable sur le mois de décembre. Oui, il y a une espèce d'alignement d'événements macroéconomiques et aussi de marché qui me font dire que je suis extrêmement optimiste. Je regarde la moitié du verre plein. Voire plus rempli. Et je pense très sérieusement, et on en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est un des facteurs qui... Oui, on en a parlé, c'était la semaine dernière, du rallye. Du rallye de Thanksgiving, de Santa Claus, de Noël, Santa Claus exactement, rally. du Père Noël. Et en l'occurrence, il y a des éléments un peu plus sérieux qu'historiques qui s'accumulent en ce début du mois de décembre et qui pourraient se prolonger. Alors, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est bien évidemment le fait qu'on arrive dans une situation où, vous savez, on en a parlé à plusieurs reprises, la Réserve fédérale américaine va couper ses taux la semaine prochaine. Alors, ça, c'est largement anticipé maintenant. Tout à fait, c'est largement anticipé, mais, je répète, et ce qui n'est pas encore anticipé par les marchés, c'est ce qui s'appelle une coupe préventive. Jérôme Powell, malgré toute la pression de Donald Trump, ne baisse pas les taux sous la pression, mais parce que on voit une légère faiblesse sur le marché de l'emploi. Donc, ils préfèrent prévenir plus que d'agir. Une coupe préventive. Exactement. Preemptive code, comme on dit aux États-Unis. Et puis, on est dans une situation où, à chaque fois que ça a eu lieu 3 fois dans l'histoire récente, eh bien, les marchés ont accéléré après. Il y a une deuxième des choses qui est peut-être encore plus fondamentale, c'est l'évolution des profits des entreprises. Vous savez, si on regarde les profits des entreprises, puisque le 3e trimestre est quasiment terminé, la publication du 3e trimestre est quasiment terminée, on va terminer à une progression d'environ 11,8% des bénéfices des entreprises du S&P 500, mais l'année prochaine, on attend 14%. Alors, est-ce que ça va se faire ou pas? Mais c'est les prévisions et Donc c'est cette accélération de la croissance des bénéfices qui explique la progression actuelle des marchés, oui, tout à fait. Qui continuera à servir de moteur. Exactement, parce qu'on voit une corrélation directe entre le S&P 500 par exemple et les autres marchés, mais le S&P 500 et les profits des entreprises. Il y a une autre chose qui est aussi intéressante à noter, et qui est peut-être pour le début de l'année 2026, c'est la question de la récession. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui me parle de récession? Je vous rappelle quand même qu'en début 2023, tout le monde parlait ou anticipait une récession. Début 2024, on parlait de récession. Et je ne vous le refais pas. En début d'année, vous aviez beaucoup d'économistes de renom qui disaient qu'on rentrait en récession cette année. Alors aujourd'hui, on voit notamment grâce à la consommation aux États-Unis, on a eu les derniers chiffres de Thanksgiving qui sont sortis, qui sont très forts. Alors vous me direz, c'est sur des questions d'endettement, l'utilisation des cartes de crédit, etc. Mais les Américains continuent évidemment de consommer et c'est le moteur de la croissance économique puisque ça représente près de 73% de la croissance américaine. Donc je dirais que la récession, en tout cas à horizon 12 mois, elle n'est pas là. En tout cas aux États-Unis. L'autre chose, c'est l'intelligence artificielle, je ne vais pas vous le refaire. Vous venez d'en discuter avant, c'est quand même un moteur, qu'on le veuille ou non. Alors, il y a ce qu'on appelle l'AI fatigue, la fatigue liée à tout ce qui est face à l'intelligence artificielle avec les progressions absolument extraordinaires. Mais lorsque vous voyez les prévisions des entreprises dans l'intelligence artificielle, vous avez toujours un relais de croissance qui est extrêmement fort. John, puisqu'on parlait de la Fed aussi, c'est passé un peu sous les radars, mais elle a mis un terme à son QT, son quantitative tightening, la réduction de la taille de son bilan, et ça peut être un catalyseur pour les marchés actions. Oui, et il faut rappeler... Et pourquoi d'ailleurs? C'est très important de le noter parce qu'on est passé sur le bilan de la Réserve fédérale américaine, après le Covid, on est passé de 9 000 milliards de dollars à 6 500 milliards de dollars. C'était très important parce qu'il y avait, très concrètement, il y avait moins de liquidités dans le marché et la Réserve fédérale américaine a dit on arrête, on laisse à 6 500, on ne réinvestit pas notamment sur les obligations longues et on reste à 6 500 dollars Elle stabilise son bilan, quoi. Voilà, exactement. Alors,
c'est une très bonne question, mais la dernière fois qu'elle a stabilisé son bilan, qu'elle a arrêté son quantitative tightening, le QT comme on dit, eh bien, les marchés, le S&P 500 a gagné 17% en 3 semaines. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va y gagner 17%, mais je dis que c'est un élément de plus qui pourrait expliquer un marché boursier qui continue de marcher. Et puis, une dernière chose, David, et on n'en parle pas non plus, c'est l'inflation. Alors, pas l'inflation ressentie, mais l'inflation réelle. On a vu un chiffre hier qui est sorti aux États-Unis, c'est que les prix de l'essence aux États-Unis sont au plus bas depuis 4 ans. Donc, on est environ en moyenne aux États-Unis à 3 $ le gallon. C'est-à-dire, le gallon, c'est 3,7 litres. C'est moins cher. C'est moins cher. C'est moins cher qu'en Europe, alors ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Très concrètement, pour l'Américain, eh bien, on a vu historiquement, parce qu'il dépense toujours, eh bien, si le prix de l'essence baisse, eh bien, cet argent, il ne l'épargne pas, il le dépense. Et on revient sur la question de la dépense et de la consommation, eh bien, c'est aussi un nouvel argument pour la croissance américaine, pour la consommation, pour les entreprises, et puis pour éviter, d'une certaine manière, qu'on ait une récession, en tout cas dans les 12 prochains mois. Je vous ai rarement senti aussi, pas bullish, mais en tout cas, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a plus de raisons que ça monte que ça baisse, en décembre et aussi en janvier, parce que même si on met les compteurs à zéro, beaucoup de mettre le compteur à zéro, non, c'est la continuité. Janvier, c'est la continuité de décembre. Exactement. Puis il y a un facteur dont on n'a pas parlé, mais qui sera évidemment important l'année prochaine, c'est le support des gouvernements. Que ce soit, on a vu le package qui a été annoncé par le gouvernement japonais. On sait qu'on attend encore dans cette fameuse The Big Beautiful Bill de Donald Trump une baisse des impôts, ce qui a aussi été, lors de son premier mandat, un élément qui justifiait la hausse des marchés. Alors, oui, c'est un élément pour les débuts, en tout cas pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine. Alors évidemment, vous allez me dire, il peut y avoir des signes noirs. Oui, qu'est-ce qui pourrait invalider votre optimisme? Le problème, c'est que si je vous donne le signe noir, ben, c'est plus le signe noir. Ah là. Mais je vais... Un signe gris, alors. Alors, un signe gris. Et le signe gris, pour moi... Alors, signe, ce n'est pas un signe SIGNE. Oui, non. C'est le signe. Pourquoi est-ce qu'on dit signe noir, d'ailleurs? C'est une très bonne question. On se la pose, d'ailleurs. Voilà. Mais, pour répondre à votre question, là... On aurait pu dire mouton noir. Le mouton noir, alors disons le mouton noir ou le chat noir. Voilà, le chat noir. En fait, le plus gros risque pour moi, pour les marchés, c'est ce qu'on a connu en 2023, c'est une erreur de politique monétaire. C'est-à-dire qu'on comprend dans les mois qui suivent que, par exemple, la Banque Centrale Européenne aurait dû baisser ses taux bien avant parce que l'Europe, et c'est un scénario, rentre en déflation. Les États-Unis, même chose. Potentiellement, il aurait peut-être fallu baisser les taux avant parce que l'inflation remonte beaucoup plus que prévu. Vous savez, on ne parle plus d'inflation parce qu'elle se stabilise aux États-Unis et potentiellement, on peut avoir une inflation induite par les tarifs douaniers, etc., etc. Donc là, si on est en retard sur la courbe et qu'on n'a pas vraiment anticipé, comme essaye de le faire Jérôme Powell à travers cette coupe préventive, eh bien, ça, pour moi, c'est le plus grand risque pour les marchés. Alors, évidemment, c'est un autre débat. Il y aura un autre président de la Réserve fédérale américaine. Mais a priori, ce serait... Kevin Hassett, qui est un proche de Donald Hassett Trump. Avec un H, hein, c'est pas... Oui, ce n'est pas les actifs, oui. Ouais. Et en fait, alors évidemment, ce n'est pas lui qui... Ils sont 12 à voter. Un conseiller économique. Un conseiller économique, mais il est sûr qu'il va essayer de pousser le reste de la troupe pour qu'il baisse les taux. Et potentiellement, ça pourrait amener à une erreur de politique monétaire, parce que si vous baissez les taux alors que l'inflation repart, eh bien, là, vous êtes à nouveau en retard sur la courbe. Voilà, on n'en est pas encore là, mais voilà les tendances pour les prochaines semaines, signé John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de la banque Cité Gestion. Merci, John. Merci beaucoup, David. C'est mieux en plateau, quand même. Hein. Ah oui.